webinar, hop, qu'on a décidé de dédier à la question du coup de la sélection des projets à impact systémique lorsqu'on est une organisation qui sélectionnons et soutenons des projets. Je veux bien que ceux qui ne parlent pas mettent leur micro en mute pour éviter les petits sons derrière. Juste quelques éléments d'introduction. Ce webinaire, c'est le premier d'un cycle. Il y en aura au moins 3 en 2022 et davantage, on l'espère, en 2023, qui s'inscrit en fait dans le cadre d'une initiative collective qui s'appelle Racine, qui est portée par des acteurs d'horizons complémentaires avec un dénominateur commun, une ambition commune, c'est la volonté de faire évoluer nos propres pratiques ainsi que celles du secteur sur l'innovation sociale et sur la question du financement du changement systémique. Dans ce collectif, dans cette initiative collective, on retrouve des fondations, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation BNP Paribas, la Fondation de France, la Fondation Entreprendre, le Fonds Entreprendre et Plus. On retrouve un partenaire académique, l'ESSEC, à travers sa chaire d'entrepreneuriat social et sa chaire de philanthropie, un porteur de projet, Ticket for Change, et Ashoka en tant qu'accompagnateur et coordinateur de la démarche. Quelques mots sur l'état d'esprit et l'idée générale de cette matinée. Vous allez voir la petite slide apparaître. Elle représente un peu l'état d'esprit de ce matin. On ne va pas vous présenter ici une parole descendante d'experts, mais plutôt des personnes qui, comme sur cette image, sont en chemin, comme nous, comme vous, et qui ont accepté de faire un effort de formalisation et de conscientisation de leurs pratiques pour nourrir une conversation qu'on espère apprenante. Ce que ça veut dire, c'est que les acteurs, les 3 personnes qui vont venir discuter avec nous, vont bien sûr nous présenter des bonnes pratiques, mais aussi des limites rencontrées dans cet exercice de la sélection des projets systémiques. Vraiment cette logique apprenante, l'idée c'est de vous dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de leçon à donner. L'idée c'est de vous montrer où en sont les organisations, comment elles évoluent et comment elles fonctionnent. Par ailleurs, donc, on vous présente 3 acteurs, 3 marcheurs, comme sur cette slide. Il y en a certainement énormément d'autres chez vous, dans vos organisations. Encore une fois, je veux bien que vous vous mettiez en mute si vous n'intervenez pas. Merci beaucoup. Et donc voilà, juste pour vous préciser que il n'y avait pas de vocation à être exhaustif ou représentatif dans les 3 acteurs qu'on va vous présenter. Il y a plein d'autres acteurs de taille, avec des thèmes, avec des enjeux, des façons d'intervenir qui sélectionnent aussi une approche systémique. Voilà, on fait le choix de vous en présenter notamment 2 et une porteuse de projet. Finalement, on a appelé ça un webinar, mais je crois que ce qui rendrait un peu plus justice à notre format, ce serait de l'appeler atelier participatif. Quelques mots du coup sur le déroulé. Pourquoi est-ce que je parle d'atelier participatif ce matin? On va avoir un moment d'inspiration et de témoignage autour de 3 acteurs que je vais vous présenter tout de suite, avec un temps d'échange ensemble où vous pourrez poser l'ensemble de vos questions, soit dans le chat, soit en ouvrant vos micros. Alors, on est maintenant quasiment 100, donc il faudra qu'on soit tous conscientes et conscients du temps. Et ensuite, si le temps nous le permet, ce qu'on aimerait vous proposer, c'est un temps d'échange en plus petits groupes, justement pour être dans cette logique apprenante, pour avoir le temps pour chacun d'entre vous, chacun et chacune, de partager aussi des pratiques, des questionnements que vous avez dans vos propres organisations ou pour les organisations avec lesquelles vous travaillez. Donc là, ce sera un principe de salle de discussion plus petite, où vous serez à 3 ou 4 pendant une quinzaine de minutes. Petit élément, on va dire, technique, logistique sur ces temps d'échange. Si vous n'êtes absolument pas à l'aise avec l'idée d'être en petit groupe, c'est complètement OK, il n'y a aucun problème. Par contre, on vous demandera du coup, si c'est possible, de vous déconnecter et de vous reconnecter après, parce que pour nous, ce sera très compliqué à gérer sinon si les gens ne rejoignent pas les salles. On aura un petit moment de restitution et puis ensuite, on vous annoncera bien sûr la suite et les prochaines dates.
Quelques mots sur les intervenants avant de lancer la discussion. 3 personnes aujourd'hui à nos côtés pour discuter de ce sujet de la sélection des projets à impact systémique. Tout d'abord, Émilie Schmitt, qui, je l'espère, est dans la salle avec nous. Émilie donc, est cofondatrice et directrice d'Active Action, qui est un projet qui travaille et qui cherche à repenser la période de chômage, période que beaucoup vivent, beaucoup vivront certainement, et donc de faire transitionner la vision qu'on a de cette période comme une période d'inactivité, de perte de confiance, de quelque chose d'assez négatif, vers une période joyeuse, créatrice, et qui permet de construire véritablement des choses. Donc, elle nous présentera Active Action tout de suite après. On a également la chance d'avoir Florence Desmarais avec nous, qui est responsable des programmes et de l'impact de la fondation belge De Groef et Petercam, qui sélectionne tous les ans un projet qui sera soutenu pendant 5 ans, avec une très forte coloration sur la question de l'impact systémique, à la fois dans la sélection, puis ensuite dans le soutien et l'accompagnement. On en parlera avec Florence. Et enfin, Thomas Blétry, qui travaille chez Ashoka au niveau européen sur ces sujets de changement systémique, mais qui a également été, durant plusieurs années, responsable de la sélection des entrepreneurs sociaux chez Ashoka. Et pourquoi est-ce que Thomas est avec nous? Parce que depuis plus de 40 ans, c'est précisément autour de l'impact systémique qu'Ashoka sélectionne ses fellows, et donc le processus de sélection Ashoka a été développé aussi de cette question. De passer par la mode. Je vais vous demander à nouveau, excusez-moi, de vous mettre en mute quand vous ne parlez pas. Merci beaucoup, Elisabeth. On va démarrer du coup tout de suite, et on va arrêter le partage d'écran. Comme ça, on va pouvoir découvrir Émilie à l'écran. Émilie. Je suis bien là, ça va. Avec nous. Bienvenue, Émilie. Merci beaucoup, et merci pour ce magnifique fond d'écran qui nous emmène loin, qui nous fait voyager à 8h55. Bienvenue et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Émilie, on commence par toi parce que avant de parler de sélection, de projets qui ont une ambition de transformer le système, on avait envie de donner un exemple aux personnes, aux participants, à vous tous et vous toutes qui êtes là. Et donc, du coup, ce qu'on aimerait te demander, c'est une succincte présentation d'Active Action, en mettant peut-être l'accent sur ce qui, pour toi, est de l'ordre de la vision systémique dans ton projet, le système auquel vous cherchez à vous attaquer, et peut-être un peu plus concrètement des éléments de stratégie pour essayer de transformer les mentalités, les règles, les cadres, les rôles des gens dans ce système-là. Voilà. Le brief est large et tu as quelques minutes pour faire ça, mais on t'écoute avec beaucoup d'attention. Super. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Alors, pour essayer de présenter succinctement Active Action, je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai l'impression que j'ai un écho. OK. Alors, Active Action, on a créé l'association il y a 8 ans de ça. On est 3 cofondateurs parce qu'on était nous-mêmes en recherche d'emploi. On s'est basé sur plusieurs constats, donc notre expérience personnelle, mais aussi des études scientifiques qui montraient que le chômage en fait avait un impact psychologique très fort, qui était une conséquence, mais qui devenait aussi une cause de la raison pour laquelle les gens pouvaient rester au chômage. Les études que les premières compétences qui étaient détruites par le chômage, c'était les fameuses compétences savoir-être et relationnelles. Il y a 8 ans de ça, on n'en parlait pas autant. La plupart des gens qu'on rencontrait ne savaient pas forcément ce que c'était, alors même que justement les études prospectives disaient que c'était les compétences clés d'aujourd'hui et de demain, ce qui s'est révélé vrai au vu de l'importance que les soft skills prennent aujourd'hui sur le marché du travail. Et il y avait d'autres études prospectives qui nous disaient que la plupart des actifs qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui vont connaître alors selon les études, c'est entre 5 et 15 métiers différents. Donc on peut se dire que les carrières linéaires, c'était fini, et qu'en fait, il y avait à peu près tout le monde qui allait vivre une période de chômage. Donc ça nous paraissait assez presque aberrant de se dire qu'en fait, tout le monde allait être
un peu forcés de vivre une période qui allait être déstructurante, qui allait avoir un impact très fort au niveau de leur vie personnelle, mais aussi de leur entourage. Donc tout ce qu'on appelle justement le coût social du chômage. Donc face à ce constat-là, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit comment on fait pour résoudre ce problème-là qui nous semblait être une grosse injustice, en plus qu'on vivait personnellement, mais aussi par rapport aux personnes autour de nous, on voyait l'impact que ça pouvait avoir sur leur vie. Et la seule manière, entre guillemets, qu'on s'est dit qui pourrait changer ça de manière très durable, c'était de faire évoluer les mentalités et de se dire, en fait, comment cette période-là, qu'on va tous subir, soit directement, soit par l'un de nos proches, un conjoint, un frère, une sœur, un enfant, comment, en fait, on la transforme en une expérience qui soit constructive. Et donc, comment on change les mentalités et comment on change le système d'accompagnement pour en faire quelque chose de constructif où les personnes, elles peuvent justement réduire les risques psychosociaux qu'elles traversent, développer les compétences clés pour pouvoir s'adapter et contribuer au monde de demain et surtout pouvoir contribuer à la société si elles le souhaitent, se sentir légitimes pour contribuer à la société, même si elles n'ont pas un statut social reconnu. Encore une fois, aujourd'hui, le monde a un peu changé par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a 8 ans, finalement, quand on était au chômage, on était inutile. Voilà, enfin, il y avait quand même beaucoup de discours très, très, très négatifs. Je suis assez contente de voir que c'est plus le cas, enfin, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir le faire, on a d'abord développé notre propre méthodologie d'accompagnement directement pour avoir un impact direct sur les personnes en recherche d'emploi. Donc, on propose des ateliers, des formations, des communautés d'entraide. Et en fait, ça, c'était une façon de prouver que c'était possible de vivre de vivre le chômage différemment et de vivre, de le penser différemment. Et en fait, très vite, on a des accompagnateurs vers l'emploi qui nous ont demandé d'intervenir dans leur propre programme ou de les former à nos méthodologies. Donc là, ça nous permettait d'avoir un impact indirect, donc en formant des accompagnateurs. Et c'était important pour nous aussi de pouvoir sensibiliser les entreprises parce que dans le parcours d'un demandeur d'emploi, souvent le moment où on peut décrocher, c'est pendant le recrutement, où on n'a pas de réponse, ou alors on a des réponses négatives, on ne sait pas trop exactement pourquoi. Donc en fait, l'idée, c'est aussi de sensibiliser les entreprises au rôle qu'elles peuvent jouer pour limiter les risques psychosociaux pendant cette période et transformer d'ailleurs la période de recrutement en un temps qui peut être constructif pour la personne plutôt que destructeur. Et donc là, c'était aussi une façon de créer de l'impact indirect. Et l'idée, c'est aussi pour nous de travailler avec surtout les institutions publiques, pour créer en fait des dynamiques multi-acteurs. Donc, on va avoir autour de la table des personnes en recherche d'emploi, des accompagnateurs vers l'emploi, des entreprises et des institutions publiques pour imaginer en fait des programmes d'accompagnement et pour imaginer comment sera l'accompagnement de demain lorsqu'on est en transition professionnelle. Et tout ça toujours dans une vision, c'était une valeur forte qu'on avait dès le départ, c'était pour nous, c'était important que le chômage devienne une période de cohésion sociale plutôt qu'une période qui détruit la cohésion sociale, qui crée du repli identitaire. Et c'est pour ça que la méthodologie qu'on a imaginée, elle s'adapte à tout type de parcours de personnes en recherche d'emploi, qu'on soit diplômé ou pas, qu'on soit résident d'un quartier défavorisé, quelle que soit notre situation de santé, le temps qu'on a passé au chômage. Donc ça, c'était aussi assez nouveau à l'époque parce qu'on avait plutôt tendance à sectoriser en appelant les publics. Et nous, on s'est dit, bah, en fait, plutôt que de continuer Il faut de l'accompagnement spécifique quand on a des enjeux spécifiques, mais il faut aussi penser le chômage comme un moment de lien social entre des personnes qui se seraient peut-être jamais rencontrées et qui, là, ont un vécu commun. Et donc, comment, grâce à ce vécu commun, on crée de la solidarité entre voilà, des personnes très, très différentes. J'essaye de faire court. J'espère que je n'ai pas été trop longue, Sarah. Et il te reste même 1 minute si tu veux rajouter quelque chose. Euh, Peut-être sur voilà, vos stratégies ou sur... Pardon, je t'ai pas entendu. Non, je dis peut-être sur vos stratégies ou sur comment justement l'évolution entre ces ateliers très directs et comment aujourd'hui vous pensez votre rôle un peu différemment peut-être.
Alors, nous, justement, alors peut-être, ah oui, préciser le modèle économique. Justement, le modèle économique, on a aussi essayé de le penser justement multi-acteurs. Pour nous, c'est important de bien connaître les intérêts de toutes les personnes avec qui on travaille. Donc, en fait, on a une partie de subventions publiques, une partie de mécénat privé et une partie de prestations. Il y a un petit peu de dons, mais c'est très marginal. Et donc, ça nous permet aussi de pouvoir parler à plein de gens différents et voilà, d'aussi bien les connaître et aussi pouvoir les impliquer dans des méthodes, dans des formats que peut-être ils ne feraient pas forcément aujourd'hui. Et donc là, la stratégie, c'est de toujours avoir des activités qui nous permettent d'avoir un impact direct parce que ça permet de continuer à innover, de proposer des nouvelles choses, de, de s'adapter aussi aux évolutions de la société parce qu'en 8 ans, c'est vrai il y a beaucoup de choses qui ont changé et dans notre domaine, en tout cas plutôt en bien sur voilà, la sensibilisation aux risques psychosociaux et le développement des compétences à vrai, il y a encore certains enjeux sur lesquels on pense qu'il faudrait que ça se développe plus. Mais voilà, c'est important pour nous de garder des activités avec l'impact direct. Et après, par contre, maintenant, on se voit plus comme un peu un laboratoire d'innovation. Et en fait, voilà, ce qu'on teste, de le formaliser, de pouvoir le transmettre à d'autres acteurs qui ont une capacité d'impact qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Donc voilà, nous, on n'a pas forcément vocation à grandir non plus de manière exponentielle, c'est plutôt de transmettre un maximum les méthodologies, mais aussi l'état d'esprit, parce que je pense que dans la question de l'impact systémique, en fait, on est souvent dans du changement de mentalité. Et donc, en fait, l'idée, presque aussi de porter le discours pour qu'il puisse être saisi par d'autres personnes et se dire, bah voilà, c'est possible de faire différemment. Et ces autres personnes peuvent aussi imaginer des autres manières de faire qui sont tout aussi efficaces, voire peut-être même plus efficaces que ce qu'on fait. Mais en tout cas, voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi inspirer d'autres manières de faire auprès d'une multitude d'acteurs. Merci de partager sur cette logique indirecte d'ouverture et de collaboration avec d'autres, même que d'autres peuvent posséder la même vision et que vous n'êtes pas dans une logique propriétaire sur une vision de la société. Peut-être pour rentrer un peu plus dans le sujet, la question chapeau à laquelle on va chercher à répondre aujourd'hui avec toi, Émilie, avec Florence et Thomas, c'est finalement une question qui est assez anglais et précise pour ce matin. C'est finalement quand on parle des financeurs et notamment plus précisément des acteurs du monde de la philanthropie et du mécénat qui, tu nous le raconteras, mais ont certainement très grandement participé au développement d'Active-Action. À quoi est-ce que ces financeurs devraient accorder de l'importance ou prêter attention quand ils ont envie de sélectionner et d'identifier des projets qui ont une approche comme ça sur cette logique un peu systémique, qui est une logique assez particulière, assez singulière. Donc ça, c'est un peu la grande question auquel on va en tout cas commencer à s'attaquer ce matin, pas forcément y répondre en entier. Et la première question pour vous, messieurs, mesdames, nos intervenants, c'est finalement la question de la posture. Avec quelle posture et quel état d'esprit, en fait, qu'est-ce qui vous semble nécessaire, en fait, chez un financeur pour pouvoir sélectionner des projets avec une approche systémique? Alors, Émilie, on reviendra vers toi, tu nous donneras ta vision de porteuse de projet et tes expériences par rapport à des financeurs avec lesquels tu as travaillé ou tu travailles toujours. Je me tourne peut-être vers Thomas. Comment est-ce que cette question de la posture et de l'état d'esprit, elle s'incarne dans la sélection d'une organisation comme Ashoka? Oui, merci Sarah. Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Je suis très heureux d'être ici aussi. Une précaution avant de répondre, même si tu en as déjà pris pas mal en introduction. On a des critères, on a un process qui sont factuels, explicites, écrits. Et puis, il y a une façon de faire vivre ces critères, faire vivre ce process. C'est un état d'esprit, une intention à partir desquelles on va appliquer tout ça, qui sont liées à la culture de l'organisation. Et je prends une précaution parce qu'en préparant ce webinaire, j'ai réalisé que chez nous, cette dimension-là, elle n'était pas véritablement écrite, elle n'était pas factuelle, elle est plutôt dans l'implicite, dans l'invisible. Et donc, ce que je partage là, c'est aussi possible que ce soit en partie mon interprétation personnelle. Cette précaution prise, ce qui caractérise pour moi la posture qu'on essaie d'avoir quand on regarde les porteurs, les porteuses de projets,
Ça s'articule autour de 3 dimensions principales. S'intéresser à la personne avant tout, adopter une position basse, et la troisième, c'est de privilégier l'intuition et la relation à la raison et à la transaction. Donc, je m'explique un peu sur le fait de s'intéresser à la personne avant tout. En réalité, c'est s'intéresser à la personne, au problème et au lien entre les deux, avant de s'intéresser à la solution qui est proposée par le porteur ou la porteuse de projet. Donc, autrement dit, on s'intéresse euh, au qui et au pourquoi avant de s'intéresser au quoi et au comment. Le deuxième point qui est lié au fait qu'on s'intéresse avant tout à la personne, c'est qu'on adopte une posture basse, ou en tout cas majoritairement basse. Là aussi, je m'explique, la position basse, c'est l'art de se taire et d'écouter l'autre sans imaginer qu'on sait mieux que lui ou qu'elle. C'est une manière d'être en relation dans laquelle on ne cherche pas l'ascendant sur son interlocuteur. C'est une attitude d'égal à égal, d'ouverture, de curiosité, d'accueil, de bienveillance, voilà, sur l'histoire, la personnalité, les émotions de l'autre. Et comme on s'intéresse aux personnes avant de s'intéresser à leurs solutions, c'est finalement assez naturel d'adopter une posture basse parce que de fait, on pose des questions qui sont souvent d'une nature un peu particulière, qui touchent parfois à l'intime, à l'histoire personnelle, aux motivations profondes, aux traumatismes parfois qui ont motivé le passage à l'action, à des croyances profondes, à des peurs. Et donc, ces questions sur lesquelles on n'attend pas de réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, c'est des questions qui vont surtout nourrir la relation. Et ça m'amène au troisième point, qui est lié au fait qu'on adopte cette position basse. On va chercher deux choses, combiner intuition et rationnel et privilégier la relation à la transaction. Alors sur intuition et rationnel, évidemment, on s'appuie sur des éléments qui sont tangibles, factuels, donc le rationnel a sa place. Mais comme on s'intéresse avant tout à la personne, on se laisse volontairement, intentionnellement affecter par l'histoire humaine et on accorde beaucoup d'importance à ce qu'on ressent avec nos tripes, au moins autant qu'à ce qu'on comprend avec nos têtes, quoi. Et donc, lié à ça, au fait qu'on accorde une place significative au ressenti, ben on fait le pari de dépasser la seule logique transactionnelle, qui est là aussi, hein, et c'est très bien, et d'entrer dans une logique de relation avant tout. Et donc, sortir de la transaction, c'est je suis une fondation, j'ai besoin de projets. Je suis un projet, j'ai besoin de partenaires financiers. Et donc, la dynamique classique, c'est est-ce que je rentre dans tes cases, est-ce que tu rentres dans les miennes? Et pour définir si oui ou non, si oui ou non il y a compatibilité, eh ben, on a des grilles, des critères qui permettent d'objectiver. On en a aussi. Mais je crois qu'en fait, ce n'est pas uniquement là que ça se joue. Je crois que c'est surtout dans la rencontre, dans la relation, dans la confiance, dans l'alignement, dans la résonance, dans l'envie d'y aller ensemble, que voilà, c'est ça qui prime. Donc, dépasser la transaction et privilégier la relation, c'est l'idée de passer de quelque chose de vertical à quelque chose de plus horizontal, où on est côte à côte plutôt que l'un en face de l'autre. Je m'arrête là. Merci Thomas. Merci beaucoup. Florence, j'aimerais bien que tu, bienvenue, ça y est, je te vois, que tu puisses réagir là-dessus parce qu'effectivement, Ashoka a une perspective peut-être un peu particulière, comme l'a dit Thomas. Comment est-ce que, effectivement, quand on est une fondation, comment cette question de la posture et de l'état d'esprit, elle peut s'incarner, en tout cas, pareil, chez vous, de manière singulière? Merci Sarah et bonjour, à toutes et à tous. Très heureuse, d'être là, ce matin, avec vous. Donc je vais essayer de répondre, très humblement à cette question, qui pourrait être répondue de maintes manières différentes. Je pense qu'une première chose, c'est que chez Ashoka, la différence entre Ashoka et notre fondation, c'est que Ashoka, vous allez sélectionner des personnes, là où nous, on va sélectionner des organisations, des projets. Donc déjà rien que là, il y a une posture qui va être, différente. Mais une des postures qui, je pense, va un peu, rejoindre celle de Ashoka, c'est celle de la relation. Dans le sens où, en fait, tout le long de notre processus, qui est, voilà, assez conséquent, qui est assez long, parce que comme tu le disais, on va soutenir, l'organisation, à hauteur de 1 million sur 5 ans et donc voilà, on se doit de s'assurer que ce soit le bon choix. Mais pendant tout ce process, on va essayer d'avoir une posture d'aidant, d'accompagnateur, de coach, mais aussi que ce processus serve d'apprentissage, en fait, et de développement pour l'organisation en elle-même. Et donc en fait, le but, c'est aussi que, voilà, pendant tous ces mois d'étapes différentes, il y a une chouette relation qui se crée, une relation de confiance aussi et une sorte de safe space dans lequel, eux se sentent, voilà, à l'aise de venir,
tels qu'ils sont, ce qui m'amène à mon deuxième point qui est le fait d'assurer qu'il n'y ait pas de dérive de mission lorsqu'ils viennent se présenter et qu'ils viennent voilà, dans toutes les étapes différentes, ils viennent présenter leur mission, leur vision de leur projet, comment est-ce que concrètement ils vont attaquer, cette mission et le problème qu'eux ont détecté, qu'ils n'essayent pas de dériver leur mission pour essayer de rentrer dans la nôtre. Et que en fait, le but, c'est de voir si est-ce que la mission du projet et la mission de la fondation sont communes? En gros, est-ce qu'on regarde de la même manière et dans la même direction pour atteindre justement cet impact systémique? Et dans notre cas, dans le secteur de l'emploi. Et le 3e point, qui va être, important pour nous, c'est qu'en fait, Hem, de base, la théorie, enfin la théorie du changement, de la fondation, elle est clairement et intentionnellement centrée, sur, l'impact systémique. Alors évidemment, ça évolue encore tous les jours. Encore aujourd'hui, on retravaille dessus et c'est un travail qui est en constante évolution. Mais dès le départ, on va avoir, cette vision-là, et donc c'est ces points-là qu'on va essayer d'aller rechercher, chez les projets et leur permettre de mettre ça en avant aussi. Même si c'est, voilà, à nouveau l'impact systémique, c'est un concept en fait qui peut se réaliser de manière, différente à chaque fois et donc ce sera aussi une façon de voir les choses où on va essayer de, voilà, laisser parler le projet et nous montrer quelle est sa vision de l'impact systémique et essayer de le comprendre et voir est-ce que si ça va matcher avec la mission que nous on a. Hmm. Merci de partager sur cette théorie du changement qui est bien connue plutôt des organisations associatives, mais effectivement, c'est intéressant de voir que voilà, une fondation peut aussi avoir sa théorie du changement et se poser finalement quel changement je veux atteindre sur un secteur ou par rapport à une vision donnée. Émilie, je ne sais pas si tout ça te fait réagir. L'idée, c'était aussi de t'avoir en miroir, d'avoir voilà, une personne qui développe des projets et qui, de l'autre côté de la barrière, a vécu certains de ces processus de sélection, qui en vivra d'autres. Pour toi, en termes d'état d'esprit, de posture, qu'est-ce qui est nécessaire quand on porte un projet aussi ambitieux et avec cette ambition systémique? En tant que porteur de projet ou par rapport au financement Plutôt toi, en tant que porteur de projet, qu'est-ce que tu attendrais? Qu'est-ce qui te semble particulièrement important et bien répondre à cette vision particulière, quoi? Ouais, je pense que ça dépend à quel moment dans le projet on est. Nous, au tout début, on a été soutenus sur des très petits montants. Et ce qui est commun quand même avec tous les financeurs qui nous ont suivis sur vraiment ce côté impact systémique et qui n'avaient pas que envie de financer l'impact direct, c'est la relation. C'est un peu ce que tu disais, Thomas. C'est des gens qui ont pris le temps de nous connaître, de discuter avec nous et de vraiment comprendre là où on voulait aller, et donc qui nous ont un peu aussi aidé à faire rentrer le projet dans des cases, parce qu'en fait, par définition même, quand on fait de l'innovation sociale avec un potentiel d'impact systémique, le système qu'on veut changer n'existe pas encore. Donc, il y a un travail comment dire, de traduction à faire, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a retrouvé, on va dire, quels que soient les montants. Alors après, sur des projets comme Ashoka ou la fondation de groupe Petercam, c'est beaucoup plus poussé que sur les petits montants, enfin les petits montants, c'est pas non plus, enfin, c'était voilà, des 2 000 € ou des 17 000 €, enfin voilà, les premiers montants qu'on a eu, en tout cas plus petits que le soutien qu'on a eu avec vous. Donc les process sont beaucoup moins longs, mais bon, c'est parce qu'il n'y a pas aussi le même enjeu. Mais par contre, il y avait vraiment cet aspect de rencontre et d'aide à rentrer dans les bonnes cases, parce que des fois, les appels à projets sont pas pensés pour financer de l'impact systémique. En tout cas, dans la manière de le faire. Nous, par exemple, le grand enjeu qu'on avait au départ, c'est que les raisons pour lesquelles on est au chômage sont très différentes. Par contre, la façon dont on vit le chômage, c'est en général le même pour tous, plutôt mal. Et donc, nous, c'était très fort cette valeur de diversité. Et donc, en fait, tous les appels à projets étaient fléchés sur un type de public.
Et donc, c'était extrêmement compliqué de dire, mais en fait, non, l'innovation, elle réside dans le fait même de mélanger des gens qui ne se seraient pas rencontrés autrement. Et en fait, les premiers financements qu'on a eus, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui était complètement d'accord avec cette idée et qui a dit, alors, je vais vous trouver l'appel à projet et vous dire comment faire pour le remplir, en fait. Intéressant, parce que du coup, ça veut dire que cette approche systémique en tant que financeur, on peut l'avoir plutôt dans la vision et ça ne correspond pas forcément uniquement à la taille. Même si on vous présente effectivement Ashoka et la Fondation de Groupe, qui sont deux acteurs avec des tailles, on va dire, peut-être relativement importantes comparées à des premiers soutiens que tu as pu avoir. Et d'ailleurs, je me permets parce qu'il y a 2 jours, on était avec Florence à une conférence avec Charles Pépin qui nous a demandé, en fait, entre le projet initial et aujourd'hui, combien de pourcentage de l'activité est le même qui a évolué en fait en étant confronté au réel. Et donc, j'étais avec Mathieu Dardaillon et on était tous les deux d'accord sur le fait que c'est du 80-20 ou du 90-10 même et les 10-20%, c'est vraiment la vision en fait qui n'a pas changé et les valeurs qu'on porte. Par contre, la manière de le faire, comment on le fait, bah ça peut vraiment évoluer quand on est justement confronté au réel et qu'on apprend en fait en faisant, en étant soutenu par telle fondation qui a aussi d'ailleurs son apport et sa vision des choses, etc., avec qui on peut co-construire aussi des choses, des nouveaux projets. Donc, je pense en effet que quelle que soit finalement la taille du soutien financier, quand on est dans cette posture de co-construction, on peut aller beaucoup plus vite dans le changement systémique tant qu'on est d'accord en fait sur la vision et sur les valeurs qu'on défend. Cheminer ensemble, d'accord. Oui. Ok. Merci beaucoup. Peut-être une deuxième question. Alors, n'hésitez pas, si vous avez déjà des questions brûlantes, n'hésitez pas à les partager à l'écrit. On a un moment juste après pour échanger. Mais juste une deuxième question avant de venir à vos questions à vous. Comment cette posture, du coup, elle peut s'incarner dans des pratiques et des processus, puisque on le sait bien, l'idée, c'est quand même aussi d'avoir, quand on est une fondation, des pratiques pour pouvoir identifier les bons projets et puis les soutenir et puis les suivre. Mais voilà, sur des pratiques et des processus, comment s'incarnent ces postures? Peut-être Florence, tu peux partager quelques éléments par rapport à votre process à vous de sélection? Oui, bien sûr. Donc comme je disais tout à l'heure, nous, on a un processus qui est assez long. En fait, il va durer, 10 mois. Donc effectivement, c'est long, mais ça nous permet, à nous de rentrer vraiment dans le détail et dans la vision du projet. Et donc c'est un processus qui est assez rigoureux, qui est assez approfondi, et qui a, 5 étapes différentes et pour chaque étape, en fait, on va essayer évidemment que tout le processus et chaque étape soit, les plus impartiales possible, et que, ça se fasse de la manière la plus objective possible. Et ça, comment on le fait? C'est que, on essaye de, d'avoir l'intervention d'acteurs différents, en fait, à chaque étape du processus. Donc ça va apporter, le regard objectif, à chaque étape, mais moi, je vais rester, là, dans toutes les étapes aussi, pour garder tout de même la cohérence de l'ensemble. Et donc pour, détailler ces différentes étapes, donc on va commencer par une étape de nomination. L'étape de nomination, ça veut dire qu'on n'a pas un appel à projet ouvert, mais qu'on va faire appel à des pairs. On va faire appel à d'autres fondations qui vont agir dans le même secteur que nous, qui vont très bien comprendre nos critères, et qui vont être totalement indépendants de notre fondation, et qui vont connaître enfin eux connaissent des projets, ils vont nous les faire remonter. Et donc là, chaque année, on va avoir une 50, soixantaine de projets qui nous sont, remontés. De là, nous, on les contacte tous. Hem Ils sont tous, proactivement, invités, à participer à un questionnaire online. Et alors donc dans ce questionnaire online, on leur dem enfin là pour nous, c'est l'analyse de l'excellence de l'organisation, et de leurs solutions. Donc on va leur demander, c'est quoi le problème qu'ils essayent de tacler? C'est quoi la solution qu'ils y apportent? Quelle est leur théorie du changement justement? Quel est leur endgame? Quel est, l'impact systémique, qu'ils voudraient atteindre? Et de manière concrète, comment est-ce qu'ils veulent l'atteindre? Et du coup, nous on va traduire ça aussi par, une stratégie
stratégie de scale-up et donc de croissance et quelle est cette stratégie qui leur appartient. Ensuite, sur base de ces questionnaires, en ligne, on va sélectionner les 15 meilleurs, avec lesquels on va avoir des interviews téléphoniques. Pendant ces interviews téléphoniques, on va, en fait, aller en profondeur dans certaines questions, clarifier certains points, qu'eux avaient déjà, répondu, précédemment. Et nous, ça va nous aider à analyser la maturité du projet, à bien comprendre leur stratégie à nouveau de scale-up et aussi comprendre leur innovation. C'est aussi une partie importante, de critères de sélection de la fondation. Hem Et sur base, de ces interviews téléphoniques, on va choisir les 8 à 10 projets, pour lesquels on va les visiter sur place, chez eux, sur le terrain. Donc, ça nous permet en fait de rencontrer toute l'équipe, les différentes parties prenantes. Donc, on va essayer de rencontrer le plus de personnes possible, les autres personnes de l'équipe, peut-être les personnes du conseil d'administration, des bénéficiaires, d'autres, partenaires. Enfin, c'est eux qui décident qui est-ce qu'on voit, mais en tout cas, ça fait partie de ces parties prenantes-là. Donc, on va essayer de creuser d'autant plus sur leur vision d'impact systémique et aussi voir le fit évidemment qu'il y a avec la fondation. Et à la fin, en fait, on va demander aux 6 derniers projets de venir, devant un jury, et pour pitcher, en fait, leur projet, pour pitcher leur organisation. Et donc là, ça va être une analyse, à nouveau de leur impact systémique, de l'innovation, mais leurs points différenciants aussi, parce qu'à ce point-là, forcément, ils sont tous excellents. Il n'y a pas, un qui est moins bon que l'autre. C'est juste en termes de, voilà, quel est leur point différenciant et puis de voir en fonction, aussi de notre fondation, en fait, quel projet ou quelle organisation va être la plus pertinente, et sur laquelle nous, on va avoir le plus de levier, le plus d'impact. Hem Et pour ce jury, à nouveau, on va faire appel à un jury totalement indépendant, des personnes totalement indépendantes. Et donc c'est ces personnes-là, qui vont faire la décision finale. Donc ça se rejoint un peu avec le point d'entrée, c'est des personnes complètement indépendantes qui vont choisir quelles organisations vont entrer dans le processus. Et la dernière étape, c'est, des personnes complètement indépendantes à nouveau de la fondation qui vont choisir, qui sera le lauréat, donc le grand gagnant de la fondation. Et ces personnes-là, viennent de secteurs, divers, que je peux, voilà, détailler plus tard. Et à chaque fois, tout au long du processus, hem, tous les projets, sont coachés. En tout cas, clairement pour la partie jury, on essaie de les coacher le plus possible pour qu'ils sachent quelle posture eux-mêmes, prendre, lors du jury, et on coach aussi les membres du jury pour savoir quelle posture eux Mmh. prendre lorsqu'ils vont analyser les organisations et prendre leurs décisions. Merci pour cette description. Je précise aussi que dans le jury, quelque chose d'intéressant que tu n'as pas dit, c'est qu'il y a a priori le lauréat de l'année dernière qui, lui, a vécu tout le processus, qui fait partie du jury. Et donc, il y a une logique très inclusive aussi de faire participer des gens qui ont déjà vécu, presque, on pourrait dire, des bénéficiaires. Oui, tout à fait. Et donc, qui comprennent bien le process. Voilà. Et donc, ça, c'est également intéressant. Émilie, est-ce que peut-être tu veux réagir, alors soit par rapport à ce process-là, mais je pense de manière plus générale, est-ce que dans ce que tu as vécu pour le moment, ce que vous avez vécu, est-ce qu'il y a des pratiques qui ont peut-être été particulièrement à nous faire remonter, ou au contraire, des éléments de pratique qui sont peut-être des limites, voire des freins, en fait. C'est aussi intéressant d'entendre ça de la bouche d'une porteuse de projet. Alors moi, mon retour sur les processus de sélection longs qu'on a passés, c'est que pour moi, c'est très structurant. Et pour le coup, ils sont vraiment pensés pour comprendre bien le projet. Et en même temps, nous, ça nous permet aussi de prendre du recul. Alors bon, forcément, je suis du bon côté de la barrière, donc il faut peut-être aussi avoir le recul d'autres projets. Mais en tout cas, pour moi, pour mon expérience, et d'ailleurs pas que pour moi, mais aussi pour l'équipe, c'est aussi des moments qui sont fédérateurs pour l'équipe, qui sont voilà, des gens qui sont dans l'opérationnel, parce que quand il y a des visites de terrain, ben, on va aussi solliciter d'autres membres de l'équipe, etc. Donc, c'est des processus qui sont structurants et qui nous permettent de ne pas perdre de vue aussi l'impact systémique qu'on veut tendre. Et parce qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi de la documentation, il y a aussi, rien que d'ailleurs de lire les théories of change, que ce soit de la Fondation de Roof ou tout le travail de formalisation qui est fait par Ashoka. Donc, ça aide en fait.
à des fois à formaliser notre propre innovation. D'ailleurs, je me rappelle que dans le processus de sélection d'Ashoka, dans les discussions que j'avais donc avec Julie, des fois, c'est elle qui pointait « Ah ben oui, en fait, mais ça, il n'y a pas d'autre organisation qui le fait dans votre domaine. » Parce qu'en fait, quand on est porteur de projet et qu'on est habité par les choses, on pense que le monde devrait être différent. Et donc, du coup, des fois, on ne voit même pas ce qui... Enfin, pour nous, ça paraît évident que ce soit différent. Et donc, des fois, ça aide à mieux formaliser les choses. En tout cas, dans ces processus-là. Et sur les processus plus courts, encore une fois, je crois que vraiment, c'est les échanges avec les personnes, quand on peut les avoir au téléphone, quand elles peuvent nous expliquer c'est quoi les vrais enjeux qu'il y a derrière la fondation, la vraie envie de soutenir. Parce que des fois, en fait, il y a des appels à projets et on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment la chose qui motive la fondation ou les gens qui vont sélectionner tout ça. Et après, en frein, vraiment sur le côté impact systémique, pour moi, c'est que quand on veut faire de l'impact systémique, il y a certes de l'opérationnel à financer pour prouver que c'est possible que le monde soit différent, mais si on veut aller plus vite, finalement, il y a aussi tout ce qui est changement de mentalité à faire financer. Et ça, c'est rarement financé, en fait. Peut-être sur mon exemple pour rendre un peu plus concret, mais par exemple sur les risques psychosociaux liés au chômage, nous on adorerait pouvoir faire une campagne de sensibilisation, pouvoir faire par exemple des petites plaquettes qui pourraient être distribuées, etc. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire financer. Pourtant, ça participe grandement au changement systémique parce que ça fait évoluer les mentalités. Mais on n'a pas eu un bel exemple à montrer, ou alors on peut pas avoir des chiffres, on peut avoir que des chiffres de résultats, c'est-à-dire par exemple le nombre de plaquettes distribuées, mais pas forcément l'impact que ça va avoir sur les gens. Donc là, c'est un peu un frein pour moi sur l'accélération, on va dire, du changement systémique, c'est que des fois, on est conditionné à nos résultats opérationnels. Alors que peut-être que si sur certains projets, on pouvait être financé sur des actions plus... moins d'impact direct, peut-être qu'on pourrait accélérer le changement systémique. Et d'ailleurs, ça fait peut-être écho il y a une des premières questions qui a été posée dans le chat sur justement quand on veut faire de l'impact systémique, c'est à des échelles plus importantes que l'échelle de l'organisation. Ça se joue à une question d'écosystème. Pour le coup, on est plusieurs porteurs de projets assez d'accord avec ça, plusieurs porteurs de projets impact systémique, c'est qu'en fait, aujourd'hui, faire financer des coalitions, faire financer de la coopération entre plusieurs acteurs qui veulent le même changement systémique, c'est extrêmement compliqué et il n'y a pas forcément aujourd'hui, pour moi, je n'ai pas encore vu tant de process de sélection dédiés vraiment à ça. Donc voilà, ça peut être par exemple un frein. Merci. Avant qu'on prenne l'ensemble des questions, donc d'avance, merci, il y a énormément de questions, donc peut-être que pour pouvoir y répondre, on va dédier plus de temps aux questions et on va voir là dans le timing, comme il ne nous reste qu'une demi-heure, on va voir si on fait ces fameuses breakouts. On se rôde avec vous, c'est aussi notre premier webinaire, donc on teste et je pense qu'on préfère pouvoir adresser l'ensemble de vos questions plutôt que les laisser en suspens. Donc, avant de rentrer dans les questions, peut-être Thomas, est-ce que tu veux compléter et partager quelques éléments forts et saillants dans les pratiques et les processus d'Ashoka qui viendraient compléter ce que Florence et Émilie ont partagé? Oui, alors forcément, il y a beaucoup de choses qui résonnent. Je vais essayer de partager quelques éléments clés et d'élaborer en fonction du temps. N'hésite pas à me dire quand les 3 minutes sont écoulées. Et donc, concrètement, donc on a aussi des critères, on en a 5. Et en fait, il y en a 3 sur la personne et 2 sur le projet. Pas de formulaire à remplir chez nous, c'est nous qui travaillons. On ne demande pas aux porteurs de projet de nous dire en quoi ils rentrent dans nos cases. On fait ce travail-là nous-mêmes. On leur demande simplement du temps et c'est déjà beaucoup de nous accorder du temps parce que c'est un processus qui est avant tout basé sur des conversations longues de plusieurs heures souvent, intimes parfois, et puis en plus qui s'étalent sur plusieurs mois. Et peut-être le dernier point saillant, c'est le fait qu'on part du principe que les porteurs de projets ils sont plus experts que nous. Et du coup, pour qualifier des innovations systémiques,
on a besoin de s'entourer et donc on fait appel à des experts du secteur, des individus qui connaissent la personne, qui connaissent le problème, qui connaissent le projet et l'écosystème. Et on va même jusqu'à déléguer la décision quasi finale de sélectionner ou non le projet à des personnes qui sont extérieures à Ashoka, qui sont formées à nos critères, en qui on a particulièrement confiance, qui nous connaissent très bien, mais qui ne sont pas des salariés d'Ashoka. Peut-être pour élaborer un petit peu, en regard de ce que je disais sur la posture, le fait qu'on s'intéresse à la personne, au problème et au lien entre les deux, avant de s'intéresser à la solution. Donc, ça se retrouve dans les critères. Je disais qu'il y en avait 3 sur la personne. Et en pratique, ça veut dire qu'on pose des questions, par exemple, sur l'enfance, sur la jeunesse de la personne, sur ce que faisaient ses parents, sur les expériences marquantes qui ont façonné l'histoire, la personnalité, les convictions de cette personne-là, avant de poser des questions sur le projet. Donc, c'est des conversations qui touchent parfois à l'intime. On nous dit parfois que notre process, c'est une psychanalyse gratuite. Je ne sais pas si Émilie a eu ce ressenti-là ou pas. Donc voilà, mais c'est aussi pour dire, il y a beaucoup d'affect là-dedans, d'humain. C'est fréquent qu'il y ait des larmes. Et c'est des personnes qui sont souvent en relation hyper intime avec le problème auquel elles s'adressent, qui parfois se réparent elles-mêmes en essayant de réparer le monde. Donc voilà, on retrouve donc en pratique, c'est des conversations, on n'hésite pas à aller creuser sur des sujets qu'on a peu l'habitude de creuser quand on fait de la sélection. Sur la posture basse, en pratique, donc c'est des temps longs de conversation, parfois 3-4 heures, on écoute beaucoup, on écrit beaucoup, on prend le temps ensuite de digérer, on fait ça à de nombreuses reprises, c'est étalé sur disons 6 à 12 mois. Je disais tout à l'heure, on pose des questions qui peuvent avoir trait à l'intime. En même temps, il n'y a jamais de voyeurisme. On fait ça toujours en respectant la souveraineté de la personne de partager ou non ce qu'elle souhaite partager. Et puis enfin, sur le fait de privilégier l'intuition à la raison et la relation à la transaction, je pense qu'en pratique, il s'agit là d'exercer en fait des aptitudes, des qualités type curiosité, humilité, authenticité, vulnérabilité, écoute, non-jugement. Exercer tout ça, c'est déjà énorme et c'est l'exercer pour soi qui permettra d'accéder à ce même type de posture chez l'autre. Et donc, peut-être en complément aussi, en réaction à un des points d'Émilie, quand tu disais parfois les appels à projets sont faits de sorte que notre innovation, elle ne va pas rentrer dans les cases. Je crois que c'est lié à cette posture basse où on part du principe qu'en fait, on ne sait pas mieux que les porteurs de projets. Et que derrière ça, il y a presque une logique de dynamique de pouvoir, quoi. Rien que d'affirmer l'importance de l'alignement, de la confiance, du fait qu'avant tout, c'est l'envie d'y aller ensemble qui est déterminant. C'est déjà questionner un rapport transactionnel, souvent vertical, qui contient une logique de dominant-dominé dans la relation financeur-financé. Quand on regarde, il y en a quand même surtout un des deux qui cherche à rentrer dans les cases de l'autre. Il y en a surtout un des deux qui a des cases, qui a une grille de sélection, qui a un process. Donc, on est dans une relation qui n'est pas tout à fait équitable, alors même que les projets, ils sont tout aussi essentiels à nous, fondations, que les fondations ne le sont pour les projets, si ce n'est plus. Donc voilà, en pratique, sur ce troisième point, je dirais qu'il s'agit de changer la nature de la conversation, la dynamique de l'échange par notre façon d'être en relation, en cherchant c'est un peu ce que tu disais aussi, Florence, à découvrir, à apprendre, à comprendre, à révéler, à faire apparaître plutôt qu'à évaluer ou à juger. Il y a 2 questions qui se recoupent un peu sur les limites, en fait, que j'aimerais bien vous poser. Il y a notamment Fatima qui pose une question, effectivement, sur ce que tu décris, ce que vous décrivez tous les deux, Florence et Thomas, des étapes de sélection longs, rigoureux, c'est clair, on en convient. Et du coup, est-ce que ça risque pas de laisser certaines associations qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir passer ce temps-là. Et en fait, sur la question effectivement notamment du temps que ça prend pour les organisations de faire tout ça, ça rejoint la question des limites. Est-ce que voilà, comment vos organisations, comment vous avez réfléchi à ça en fait? Ça peut être juste un constat aussi, hein, bien évidemment, mais en tout cas, c'est intéressant de
Non, non, très intéressant. Alors, je pense que c'est certainement des questions qu'on se posait, au départ. Alors, on a la chance de faire ce processus depuis, 4 ans maintenant et surtout la chance, en fait, d'avoir, des feedbacks, avec, les projets et donc en fait, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à chaque étape du processus, si une organisation, n'est pas retenue, on leur propose d'office toujours un feedback pour leur expliquer, la raison du refus, mais c'est aussi une façon pour eux de nous dire enfin leur feedback à eux, en fait, du processus. Et donc c'est vrai que ça prend du temps, mais on a de la chance de nous entendre dire qu'en fait, ils apprennent énormément. C'est un peu ce que disait, Émilie tout à l'heure. En fait, ça les apprend, à structurer. Parfois, ils se reposent des questions. Il y en a certains, en fait, qui avaient jamais, vu la question de: «C'est quoi votre theory of change?» enfin la théorie du changement et donc en fait, ça leur, voilà, ça leur apprend parfois des nouveaux concepts et cetera donc voilà, on a C'est la bien une chance démarche apprenante. voilà, d'avoir cette démarche apprenante et aussi, bon, ceux qui ont la chance d'arriver jusqu'au jury, bon, il y en a qu'un qui est sélectionné pour, être, soutenu pendant 5 ans, mais les autres ne repartent pas avec rien non plus. Donc, on a ce qu'on appelle les numéros 2 et 3, enfin les runner-up qui ont comment on appelle ça? Un grant de 50 000 € en une fois et les 3 derniers qui ont un grant de 20 000 € aussi, et qui ont voilà, on leur donne aussi un peu de visibilité, à l'issue du jury. Donc ils ne repartent pas avec rien non plus. Pour les autres, c'est différent, mais il y a cette logique apprenante derrière. Merci. Thomas, est-ce que tu veux compléter sur cette logique-là? Oui, mini Ouais, en étant conscient du temps, promis, je fais court. il est 9h40. On collecte des feedbacks. C'est vrai que souvent, c'est positif. On nous dit que c'est très riche. N'empêche que c'est clair, c'est du temps et c'est du temps qui n'est pas défrayé, qui n'est pas compensé. Et donc ça, je pense que c'est une énorme limite chez nous parce que c'est voilà, c'est chronophage, alors qu'on est là pour soutenir les projets. Et du coup, j'ai découvert, il y a des pratiques intéressantes que je commence à voir émerger aussi, mais qu'on ne pratique pas nous, ou pas encore. C'est certains acteurs comme Co-Impact, par exemple, un collectif de financeurs, qui, à partir d'une certaine étape dans la sélection, financent le temps passé à remplir la demande de soutien. Et ça, je trouve ça hyper intéressant de reconnaître, c'est une façon hyper tangible de reconnaître qu'on a tout autant besoin l'un de l'autre. Merci beaucoup. J'étais en train juste de partager le lien vers Co-Impact parce qu'il y a des pratiques particulièrement singulières sur le sujet. Donc, ce n'est pas français, c'est international. Mais voilà. Peut-être revenir juste un tout petit peu sur la première question de Carole sur là on est en train de parler, c'est clair, on a un angle très spécifique, on parle de projets, de sélectionner des projets, voire même chez Ashoka, quelqu'un le mentionne, des personnes, des entrepreneurs sociaux, donc des fondateurs. C'est vrai que c'est très spécifique à Ashoka, ce qui est pas du tout recherché dans l'ensemble des organisations. Mais en fait, cette transformation et ces conduites de changement, elles interviennent bien plus souvent, en tout cas régulièrement à l'échelle d'un collectif ou d'un écosystème. Est-ce que vous avez déjà croisé, vu des pratiques ou est-ce que vous avez, vous, des pratiques pour sélectionner des écosystèmes, des regroupements, voilà, comment on adapte la sélection dans ce cadre-là? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez été confrontés? Ah oui, Est-ce que je peux me permettre d'intervenir ou pas? Avec plaisir, mais fabuleux. Bonjour, Marie Bienvenue, Maradec de la Fondation Carasso. Nous, on fonctionne comme ça, en fait. On est sur des théories de changement d'impact systémique et on fonctionne par écosystème plutôt que par structure. C'est-à-dire qu'on prend une problématique qui souvent, d'ailleurs, est venue d'une attitude, enfin d'une pratique, je dirais, philanthropique assez classique au début, puis les problèmes émergent, on les identifie. Et je vais prendre un exemple sur la question de la précarité alimentaire, où on avait démarré de manière assez traditionnelle par des appels à projets. Et on s'est rendu compte que sur notre problématique d'amener les enjeux d'une alimentation saine, qui soit à la fois bonne pour les humains, pour la planète, socialement acceptable, etc., fair trade, tout ce que vous voulez, on était nous-mêmes dans un système, puisque la thématique elle-même était systémique. Et ensuite, on a vu qu'il y avait un certain nombre de sujets plus précis, comme le sujet de la précarité alimentaire,
qui a été systémique. Et on a, du coup, on soutient des acteurs qui sont à la fois, j'ai vu la remarque, c'est Carole ou quelqu'un d'autre, mais ou je crois que c'était Thibaut, mais sur la recherche, le plaidoyer, les acteurs de terrain, certains très petits, d'autres plus gros. Voilà, donc ce n'est pas une question de taille, c'est vraiment de la complémentarité des acteurs qui vont faire bouger les lignes. Et c'est tout dans la définition du travail de Racine, mais de manière indirecte. Il n'y a rien de probant. Je suis d'accord avec vous, Émilie. On ne peut pas juger, on ne demande pas des résultats concrets opérationnels parce qu'on sait que c'est une espèce de mécanique comme ça, très huilée dans la durée. Et à un moment donné, on voit que les lignes bougent. Ce n'est pas que grâce à nous, il faut être très modeste. C'est totalement de l'impact indirect. On contribue à faire bouger les lignes. Et dans le cas de la précarité alimentaire, on est parti de modèles très descendants, où il n'y avait aucune attention portée sur ces questions d'alimentation durable. On arrive aujourd'hui, encore une fois, ce n'est pas que nous, mais on arrive aujourd'hui à des politiques qui changent, le fameux Coconupa, à de l'argent, à des acteurs qui sont plus visibles et, on va prendre aussi une question, à des coalitions d'acteurs. Par exemple, je suis très fière de me dire qu'on a largement contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a une plateforme de 40 ONG. Donc, cette plateforme s'appelle Nourrir et qui rassemble des acteurs de prismes différents qui viennent du monde de l'écologie, du climat, de la nutrition, de l'aide alimentaire, etc., avec cette problématique de parler d'alimentation durable qui soit bonne pour la planète et la santé auprès des pouvoirs publics. Donc, ça vient à la fois des mouvements qui travaillent beaucoup sur la politique agricole commune et d'autres types de mouvements qui étaient plus dans l'aide alimentaire, etc. Et ils se sont regroupés, on a mis l'argent qu'il fallait, du consultant, du temps, etc., pour faire ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, on travaille vraiment par écosystème. Alors, sur la question de la sélection, on essaie, c'est un mélange de certaines. Alors, on a des procédures, donc on essaie de les faire entrer dans les procédures, mais j'ai envie de dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dans les procédures, on essaie, et ça c'est l'enjeu de notre nouvelle stratégie, de simplifier au maximum. De dire typiquement, un peu comme De Groove, il y a des acteurs qu'on connaît, on ne va pas les faire passer dans la moulinette, et on va, si possible, engager dès le début pour 5 ans. Ils vont être tranquilles, on va pouvoir recruter les gens qui font, on va pouvoir travailler ensemble en co-création, en coopération. Là. Donc, c'est un peu ces tendances qui sont évolutifs, qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et encore une fois, l'impact, c'est réparti entre plein. Donc, là aussi, il faut être modeste. Hein. Merci beaucoup, Marie-Stéphane. Et j'adore cette idée de sauter là, en fait, ce qu'on va vous proposer. On va être tout à fait agile. On va changer le cours de l'histoire du webinaire. Au lieu de faire des breakouts parce qu'il ne reste plus suffisamment de temps, je vais vous proposer peut-être donc aussi de continuer à répondre aux questions, mais surtout peut-être de faire comme Marie-Stéphane. Si vous avez envie d'ouvrir vos micros et de partager ce qui se passe dans vos organisations. Donc, des questionnements que vous avez, des pratiques, des choses que vous testez. On aimerait bien vous entendre. En fait, c'était l'idée des breakouts, mais du coup, faisons-le tous ensemble. C'est fabuleux comme ça. Mais mettons cette intelligence collective aussi au cœur pour pas que ce soit 1h15 de descendant. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à ouvrir votre micro. Peut-être qu'il y aura 2 micros qui s'ouvriront en même temps, mais on va être conscient et on ne va pas se marcher dessus. Mais voilà, invitation pour vous, s'il y a des personnes qui ont envie de partager aussi des choses qui se passent dans leur organisation, je pense que ça peut être très intéressant pour les autres de les entendre. Et comme je ne vous vois pas, je vous donne le pouvoir pour ouvrir les micros. En tout cas, n'hésitez pas. Merci, je me lance Philippe Mayol. Bonjour de Philippe. La Fondation Terre Solidaire, enchanté, bonjour à tout le monde. Oui, pour partager, au niveau de la Fondation Terre Solidaire, donc c'est une jeune fondation qui existe depuis 6 ans, qui travaille plus particulièrement sur le soutien à des dynamiques citoyennes qui sont engagées dans une dynamique de transition écologique et solidaire. Et donc pour nous, c'est à la fois, je veux dire, les principaux critères, c'est de penser la transition comme une rupture avec notre modèle actuel de développement. Donc c'est là où on touche tout ce qui était abordé sur les questions du systémique. Qu'est-ce qui explique que les excès de notre modèle actuel de développement, qui expliquent les causes de la crise climatique, de la crise économique, etc., enfin toutes les crises que nous vivons. Et donc de fait, on est obligé de se pencher sur les questions de qu'est-ce qui perpétue toutes ces crises. Et derrière,
c'est l'extractivisme, ça va être la question du patriarcat, ça va être, enfin, il y a plein de sujets qui sont, pour résumer, un peu au ventre de notre société, hein, qui sont des inconscients, et le but, c'est d'agir là-dessus si on veut avancer. Donc c'est c'est un peu notre vision, notre théorie du changement, qui est explicitée de façon un peu plus précise dans le document, mais enfin, pour faire ça très rapide. Et après, derrière, cette transition ne peut s'engager que par des dynamiques citoyennes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dynamique citoyenne? Qu'est-ce que ça veut dire une légitimité citoyenne pour que ces transitions soient ancrées aussi dans les territoires et soient aussi pour que participer à ce que tout à chacun contribue à la transition écologique de ce territoire. Donc, c'est un peu le deuxième paramètre aussi qu'on cherche pour avancer. Et, et finalement, c'est ce que Thomas et Marie-Stéphane disaient aussi. Après, c'est un peu la discussion. Ça veut dire que on n'a pas de format, on ne fait pas d'appel à projet, on n'a pas de format de document. On teste même sur Lyon avec une association qui s'appelle Anciela, des mécanismes de sélection de projets qui peuvent être aussi sous forme très diversifiée, ou pourquoi pas nous envoyer des vidéos, pourquoi pas nous envoyer juste 4-5 lignes sur ce qu'ils veulent faire, pour essayer de repérer aussi un peu les pépites, parce que des fois il y a des très beaux projets, mais les gens sont incapables d'exprimer clairement ce qu'ils veulent faire. Donc tout ça, ça demande du temps, ça demande de la patience. Mais ce qu'on cherche à voir, c'est comment on articule, finalement, comment le projet qui nous est soumis, parce que la fondation, c'est une fondation redistributrice, donc on n'est pas opérateur, donc notre rôle, et on a été créé pour ça, c'est pour financer hein, des dynamiques citoyennes. Donc c'est comment faire cette articulation entre le projet très concret et cette vision de changement que porte l'association qu'on soutient. Nous, notre objectif, c'est en quoi ce projet contribue à consolider, à concrétiser la vision et la mission du partenaire, donc c'est la vision politique du partenaire. Vraiment, c'est ça que notre finalité qu'on recherche, et en quoi la succession des projets qui est financée va permettre à ce partenaire d'être acteur. Donc c'est un peu tous ces éléments, et c'est vrai que les discussions, puis on est plusieurs fondations à commencer à se poser, ou en tout cas à mettre en commun ces questions, ces attentes. Bah, une fois qu'on a dit ça, concrètement, bah, on bute sur des problématiques méthodologiques, on bute sur des outillages, on bute aussi de comment on mesure le changement, hein, dès qu'on est sur comment on mesure cette fameuse notion, ce mot valise de l'impact, enfin donc voilà, donc c'est tout un cheminement, mais qui est très... Merci aussi de le porter, là, Philippe. On essaiera effectivement d'en parler un peu plus sur cette question de la mesure dans le deuxième webinaire. C'est un énorme sujet. Et surtout, merci beaucoup de partager sur l'état d'esprit, les questionnements, la vision. Enfin, on revient toujours sur cette question de la vision globale. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient partager spécifiquement sur la question de la sélection? Je sais que les sujets sont très imbriqués. La sélection, de toute façon, elle a une finalité, c'est le soutien, l'accompagnement, etc. Mais peut-être pour rester sur la sélection, est-ce qu'il y a d'autres personnes? Éventuellement, moi, je veux bien prendre la parole. Je m'appelle Claire Bertin, je travaille à la Fondation de France au sein d'une de nos fondations régionales, qui est la Fondation Centre-Est, donc c'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes et une partie de la Bourgogne-Franche-Comté. C'est vrai que nous, historiquement, à la Fondation de France, et on est aussi beaucoup connus pour notre sélection assez drastique, mais par un mode d'appel à projet. Et depuis 2020, on a mis en place un nouveau programme. Alors, je ne sais pas si Marion Benamou est dans la salle, mais elle le porte, qui s'appelle Inventer demain, et que nous, en région, on porte sous un axe qui s'appelle Démarche territoriale, où l'idée, c'est d'aller repérer des porteurs de projets qui changent la donne sur un sujet sociétal avec une approche beaucoup plus systémique. Alors, on ne posait pas ces mots-là il y a 2 ans, mais en fait, en faisant et en vous écoutant, je vois énormément d'écho parce que je pense qu'on est complètement là-dedans, et où on a un enjeu aussi d'aller mettre autour de la table d'autres financeurs et qui peuvent être peut-être des fondations abritées chez nous, mais potentiellement d'autres aussi. Donc, on est juste au démarrage. J'ai trouvé beaucoup d'écho avec ce qui a été dit, notamment dans le fait qu'on sort de nos appels à projets classiques avec un système vraiment de dossiers à remplir, etc. Dans cette sélection-là, alors nous, on se pose de vraies questions sur l'approche sourcing, de quels sont les bons critères à avoir et est-ce qu'on est sûr d'avoir le bon porteur de projet plutôt qu'un autre, enfin, est-ce qu'on n'en laisse pas de côté, mais en tous les cas, jusqu'ici, on approche avec vraiment une logique de relation.
où on passe beaucoup de temps et les porteurs de projets nous disent que c'est très important parce qu'on est un financeur, mais pas qu'un financeur qui se déplace, alors que beaucoup d'autres ne se déplacent pas pour aller les voir. Donc, on se déplace avant même l'instruction pour vraiment construire une relation en se disant est-ce qu'on pense que c'est le bon porteur et je pense qu'on se fie beaucoup à notre intuition. J'ai bien apprécié cette approche-là qui a été évoquée plus tôt. Mais en même temps, on implique différents experts chez nous. On s'intéresse à ce que nous disent d'autres acteurs du territoire qui peuvent connaître ce porteur de projet et que nous, on ne connaît pas forcément. Donc voilà, on s'intéresse vraiment à connaître ce porteur-là. Il y a une première étape où on écrit une note d'intention et c'est nous qui l'écrivons, ce n'est pas le porteur. Donc ça les questionne toujours parce qu'ils disent « Ah bon, mais on n'a rien à écrire ». On dit « Bah non, pour une fois, c'est nous qui allons faire le boulot ». Et en fait, ça nous aide énormément à cheminer, à mieux les comprendre et à savoir où est-ce qu'ils en sont. Voilà, donc après, on chemine, ça met plusieurs mois. Et puis, si on est OK pour les financer, on va vraiment aller dans une logique où on finance plus la structure qu'un projet. Et ça, c'est assez nouveau finalement pour nous. Et on est dans une logique d'accompagnement, de suivi. Et je rejoins ce qui a été dit juste avant par Philippe Mayol sur la question de comment on mesure le changement. Voilà, ça va vraiment être un gros sujet pour nous parce que voilà, là, ça fait presque un an qu'on finance certains qui sont dans des logiques complètement globales, transverses à l'échelle d'un territoire sur un sujet et c'est très passionnant. Mais vraiment, on va pas se buter, mais presque à cette question-là de qu'est-ce que ça produit et comment on le mesure et qu'est-ce que ça produit aussi pour nous, partenaires, pas que financeurs. Voilà. Merci Claire. Merci en tout cas, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup. J'ai vu qu'il y avait des questions effectivement sur la définition un peu formelle de l'approche systémique, l'impact systémique, etc. Effectivement, on a fait le choix de ne pas forcément dédier du temps sur la définition et de partir sur un exemple concret d'Émilie. En revanche, on a plein de... on ne va pas avoir le temps là, dans les 5 dernières minutes, mais on a plein de matières à vous partager. Peut-être disclaimer, il n'y a pas de définition formelle du changement systémique, établie. Par contre, il y a plein de principes, de composantes. Et donc, on va vous partager à l'issue du webinaire des ressources, notamment mini-minutes de promo, un site qu'on a co-construit avec l'ensemble des acteurs de Racine qui s'appelle Agir à la Racine, qui est une plateforme qui est partagée ici, qui est une plateforme de ressources qui recense en fait un grand nombre de contenus à lire, à regarder, à écouter sur le sujet. Donc, il faut prendre un peu de temps pour naviguer dedans, mais c'est une bonne première entrée et approche. Voilà, et on l'alimente au fur et à mesure pour qu'elle soit en permanence à jour sur des éléments qu'on rencontrerait. Je vous remercie à tous les trois, Marie-Stéphane, Philippe, Claire, pour vos interventions. C'était extra de pouvoir compléter. Donc, comme vous le voyez, on a été complètement emportés par le temps, mais je pense que c'est important de pouvoir entendre aussi d'autres acteurs. Encore un grand merci pour votre participation, pour votre temps. Merci à tous les intervenants et les intervenantes et à très bientôt, du coup, le 21 octobre au moins, pour ceux qui seront avec nous.